Messieurs, dames, bienvenue donc dans ce nouveau chapitre, ce chapitre 1 de notre thème numéro 2, le vivant et son évolution, dans lequel on va s'intéresser aux modalités de la reproduction sexuée et à l'influence donc du milieu de vie. L'animal qui nous intéresse est ici sur l'image, donc qui est un fond de la Méditerranée, c'est l'oursin. Avant de s'intéresser à ce chapitre, il faut déjà réviser un tout petit peu, se rappeler que la reproduction sexuée, c'est produire un nouvel individu à partir de deux individus de sexes différents, mais par contre de la même espèce, si on veut que le nouvel individu soit fertile. Donc, ça implique une rencontre entre les cellules reproductrices du mâle et celles de la femelle. Ces cellules reproductrices, dans notre chapitre, on va les appeler les gamètes. D'accord ? C'est un synonyme de cellules reproductrices. Pour le mâle, c'est donc les spermatozoïdes et ils sont formés dans les testicules. Pour les femelles, les gamètes sont les ovules et ils sont formés dans les ovaires. La manière dont ils vont se rencontrer va être différente suivant le milieu de vie. C'est ce qui nous intéresse donc dans cette partie du chapitre. D'accord ? Un petit rappel de primaire, vous savez qu'il existe des animaux ovipares qui pondent donc des œufs et des animaux vivipares qui donc ont un organe spécialisé dans le ventre de la femelle pour permettre le développement du bébé. Donc cela qu'il soit aquatique ou qu'il soit donc terrestre. Donc l'animal qui nous intéresse pour étudier cette reproduction en milieu aquatique et ses modalités, c'est le Paracentrotus lividus, donc l'oursin comestible de nos côtes, donc ce qu'on appelle la châtaigne de mer. Alors, l'oursin est un animal marin qui fait partie donc des échinodermes, au même titre que l'étoile de mer, l'holothurie, le crinoïde. Donc, le point commun entre tous ces animaux échinodermes, c'est qu'ils ont aussi une symétrie d'ordre 5, c'est-à-dire qu'on peut, si je plante un pic à l'intérieur de l'animal et si je le fais tourner 5 fois, je vais avoir 5 fois la même image. Donc, l'oursin a un corps globuleux, qu'on appelle un test calcaire, avec des piquants, et que ces piquants lui permettent aussi de se déplacer, de se nourrir et aussi de se défendre. Ce que l'on observe, c'est qu'il n'y a pas de dimorphisme sexuel. Regardez sur ce fond-là de Méditerranée, je ne fais pas la distinction entre les mâles et les femelles. Il y a une légère différence de teinte parfois dans les piquants ou dans le test, mais qui n'a rien à voir avec un dimorphisme sexuel, c'est-à-dire que c'est vraiment aléatoire, c'est ce qu'on appelle un phénotype, d'accord, légèrement différent d'un individu à l'autre. Alors, on peut distinguer les mâles des femelles seulement au moment de la reproduction, c'est-à-dire au printemps. Évidemment, la pêche de l'oursin est interdite en Méditerranée pendant cette période-là. Et là, je vois deux individus différents. Ceux qui vont libérer un liquide blanchâtre et ceux qui vont libérer des produits granuleux orangés. Alors la question est, où sont déjà les mâles et les femelles et que contiennent donc ces produits libérés par les oursins mâles et femelles. Alors on va supposer évidemment, puisque c'est la période de reproduction, que ce sont les gamètes et que d'un côté j'aurai des spermatozoïdes et de l'autre côté j'aurai des ovules. Alors pour ça il faut expérimenter. On va provoquer une libération des gamètes in vitro. On va retourner l'oursin. Normalement, l'oursin il est déposé donc sur le fond, cette partie-là, hein, la partie orale, la partie aborale de l'autre côté. Et on va mettre cette partie de l'oursin au contact donc de l'eau de mer. Dans mes pots, je reconstitue de l'eau de mer avec la même concentration. Et qu'est-ce que l'on voit? Si c'est la bonne période, évidemment, je vois que mon oursin, un des oursins va libérer ce liquide blanchâtre, c'est ça ici, donc c'est très filamenteux, très filant, très coulant, et de l'autre côté, je vois bien que ce sont des petits éléments. Donc c'est bien le contact avec l'eau de mer à la bonne période qui va provoquer donc ce réflexe de libération. Alors, qu'est-ce que je vois? Donc, on va, pour résultat, pour voir ce que c'est, observer donc au microscope. Maintenant que j'ai fait ma récolte, je vais observer au microscope. Le liquide blanc au microscope me montre des éléments allongés avec une tête, d'accord, et une sorte d'élément qu'on appelle un flagelle, un élément reproducteur. C'est ce qu'on appelle une cellule sexuelle mâle, c'est un spermatozoïde, d'accord. Dans mon élément granuleux, mes éléments granuleux allongés, orangés, pardon, pas allongés mais orangés, je vais avoir affaire à des ovules. Alors des grosses cellules, beaucoup plus gros, regardez bien l'échelle, que mes spermatozoïdes, cellules globuleuses avec un noyau au milieu. Le noyau chez le spermatozoïde est là, le noyau chez l'ovule est ici, vous le distinguez, d'accord. Quand on reviendra en classe, on s'amusera à calculer le diamètre donc d'un ovule et la longueur d'un spermatozoïde. D'accord, c'est en millimètres ici. Donc vous pouvez le faire en sixième, il suffit de mesurer le diamètre ici et puis ensuite, j'ai dit sixième, pardon, en quatrième, mesurer le diamètre ici et puis voir le nombre de centimètres, c'est facile. Et tester, puis on le refera en classe après. Maintenant qu'on a les résultats, je vais les analyser. Qu'est-ce que je vois? Je vois que le liquide blanchâtre contient des spermatozoïdes, donc j'en déduis que l'oursin de gauche, ici sur l'image, est un mâle. Je vois que les éléments granuleux orangés sont des ovules, j'en déduis que l'oursin de droite est une femelle. Conclusion, au printemps, les oursins mâles et femelles libèrent leurs gamètes dans l'eau de mer. Pas moyen, on imagine difficilement pour un animal globuleux et rempli de piquants, une possibilité d'accouplement. Ce serait pas facile. Donc, dans le milieu aquatique, le milieu liquide, les cellules vont pouvoir survivre.
surtout lorsqu'elles ont une composition chimique comme l'eau de mer. Donc ce milieu liquide apporte un milieu aussi favorable pour la survie des cellules reproductrices qui peuvent donc être libérées dans le milieu de vie. Ça marche. D'accord ? Le problème est comment va se faire cette rencontre entre les gamètes mâles et femelles. Étant donné qu'ils sont libérés en même temps et dans très grand nombre dans l'eau de mer, il y a aussi peut-être d'autres espèces d'oursins qui libèrent d'autres espèces d'autres animaux, leur rencontre va se faire complètement au hasard. Donc ça ne va pas être facile de se rencontrer. Si tout le monde libère des spermatozoïdes et des ovules en grande quantité au même moment dans l'eau de mer, eh bien, d'accord, la rencontre, ça va se faire au hasard, mais il va falloir quand même un petit peu aider. Hein. Donc, comment va-t-elle être faite, cette rencontre ? Eh bien, on va avoir un ovule qui doit fusionner avec un seul spermatozoïde, ce qu'on appelle la fécondation. Comme elle a lieu dans le milieu de vie, on dit que cette fécondation va être externe. Le résultat sera la formation d'une cellule œuf, d'accord, qui sera la première cellule du nouvel oursin. Regardez cette fécondation, vous l'avez ici. Je vois l'ovule avec son noyau, le spermatozoïde, vous voyez qu'ils sont tout petits, hein, on voit bien la tête du spermatozoïde. Et puis là, vous avez cette cellule œuf. À partir du moment où le noyau du spermatozoïde est rentré dans l'ovule, on voit que l'ovule se contracte et on voit donc cette zone qu'on appelle, on va dire que c'est une protection, d'accord, qui empêche d'autres spermatozoïdes de rentrer. Ici, on distingue quoi ? On distingue les deux noyaux, ici, qui sont en train donc de fusionner pour donner donc le noyau de la cellule œuf. D'accord ? Alors, vous voyez finalement que le corps de la cellule œuf, la première cellule de l'individu, c'est l'ovule fécondé par un seul spermatozoïde, ça suffit. Alors, on va remettre ce problème sur le tapis. Comment les spermatozoïdes vont faire pour se rencontrer dans l'eau de mer de la Méditerranée ? Ça va quand même pas être facile d'attirer et de rencontrer un ovule de la même espèce ou un spermatozoïde de la même espèce. Il y a beaucoup quand même d'espèces d'oursins dans la Méditerranée et d'autres animaux qui libèrent aussi leurs gamètes à cette période-là. Donc, on va supposer qu'ils vont libérer des substances pour s'attirer, sinon on ne voit pas d'autre solution. Alors, 3 expériences historiques existent. On met une goutte de spermatozoïde dans de l'eau de mer, on met une goutte d'ovule dans de l'eau de mer. Premier cas, je vais créer un pont entre les deux gouttes. D'accord ? Résultat de l'expérience, eh bien, mes spermatozoïdes vont migrer vers les ovules. C'est ce que je vois. Qu'est-ce que j'en déduis ? Que les ovules ont attiré les spermatozoïdes. Ok. Expérience numéro 2, contre-expérience. Eh bien, on va voir si c'est vraiment l'ovule qui attire les spermatozoïdes. Je mets des spermatozoïdes dans l'eau de mer, une goutte dans laquelle il n'y a rien et il n'y a jamais rien eu, surtout pas d'ovule. Je crée un pont entre les deux, et là, qu'est-ce que je vois ? Les spermatozoïdes ne se déplacent pas. J'en déduis que l'eau de mer, qui n'a jamais contenu d'ovule, n'attire pas les spermatozoïdes. D'accord ? Troisième expérience, je mets mes spermatozoïdes dans l'eau de mer, je mets une eau de mer dans laquelle, donc c'est par exemple l'eau qui était ici, hein, d'accord ? Ça peut être l'eau qui est là, mais cette goutte d'eau de mer a contenu, d'accord, des ovules. Ok ? Et là, qu'est-ce que l'on observe ? Eh bien, tout simplement qu'après avoir créé le pont entre les deux gouttes, eh bien, mes spermatozoïdes vont bel et bien se déplacer. J'en déduis donc que l'eau de mer contient des molécules produites par l'ovule et qui attirent les spermatozoïdes. Première expérience, mes spermatozoïdes se sont déplacés vers les ovules. J'en déduis que ce sont les ovules qui vont attirer les spermatozoïdes. Je fais donc la contre-expérience. Je mets une goutte d'eau dans laquelle il n'y a jamais eu d'ovule. Je vois qu'il n'y a aucun déplacement. Donc l'eau de mer qui ne contient pas d'ovule n'attire pas les spermatozoïdes. Je veux prouver que ce n'est pas simplement que l'ovule, je veux vraiment prouver qu'il y a une libération de substances. Je mets donc une eau de mer qui a contenu des ovules. Je crée mon pont et je vois que mes spermatozoïdes se déplacent. Donc c'est bien les molécules produites par l'ovule qui vont attirer les spermatozoïdes. J'en conclus donc de mon analyse, c'est-à-dire mon résultat plus mon interprétation, ma description de mes résultats plus l'interprétation, donc là j'ai l'analyse, d'accord, que mon hypothèse est juste. D'accord ? Donc ça veut dire que mes ovules libèrent dans l'eau de mer des molécules qui vont attirer les spermatozoïdes des oursins de la même espèce. Attention, tout ça dans quel but ? Eh bien favoriser la rencontre, mais surtout la fécondation, pas que la rencontre. Hein. Il faut qu'il y ait vraiment fécondation, un ovule qui rentre dans un seul, je dis une bêtise, un spermatozoïde pardon, qui rentre dans un seul ovule pour créer donc la cellule œuf par la fusion des deux noyaux. D'accord ? Donc, je conclus en disant que mon oursin se reproduit en milieu aquatique, que finalement, c'est pas la peine d'avoir un dimorphisme sexuel puisque de toute façon, les spermatozoïdes sont libérés dans le milieu de vie et les ovules aussi. Donc, on a une fécondation qui va se faire dans le milieu extérieur, donc une fécondation externe, qui aboutit, cette fécondation, à une cellule œuf qui va ensuite donner, puisque c'est un développement indirect chez l'oursin, une petite larve qui est une forme de tour Eiffel, et donc un oursin mâle et femelle, etc., etc. Donc dans le milieu aquatique,
eh bien, on a une fécondation externe et dans ce cas-là, un développement indirect. D'accord? Si je prends par exemple le poisson, le mâle, la femelle, on a quand même quelque chose d'un peu plus évolué, peut-être étudié quand vous étiez en primaire, peut-être qu'il y a une fécondation externe, mais cette fois, le mâle va créer généralement un petit creux dans lequel la femelle crée un petit creux dans lequel elle va déposer ses ovules, d'accord? Et le mâle, il y a un comportement qui fait qu'elle va attirer un petit peu le mâle, une espèce de danse un tout petit peu aussi, pour attirer le mâle et le forcer à comprendre qu'il faut qu'il dépose sa semence, d'accord? Donc le liquide blanchâtre, ces spermatozoïdes, au-dessus donc des ovules. Donc il y a un côté un peu plus évolué il y a un comportement qui va favoriser quand même cette reproduction. Donc non seulement on a une fécondation externe en milieu aquatique, donc on libère les gamètes et la rencontre se fait au hasard, et on a des stratégies pour que la fécondation se fasse mieux en attirant les spermatozoïdes avec des substances, avec des molécules donc chimiques précises, mais on a des stratégies qui vont être de plus en plus élaborées au fur et à mesure de l'évolution des animaux. D'accord? Donc, milieu aquatique, fécondation externe, libération des ovules et des spermatozoïdes et rencontre au hasard, cette fécondation aboutit à une cellule œuf. Voilà pour le bilan. Si vous avez des questions à poser sur cette partie du cours, n'hésitez pas donc à me mettre vos remarques dans Pronote. Merci beaucoup.